on va parler de la notion de terroir et d'appellation. Le troisième va être axé sur la notion des cépages, des abruzes. Et le quatrième, qu'on aime quasiment le plus souvent, c'est toute la partie accords mets et vins, gastronomie, etc. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont passionnés d'histoire, mais moi, j'aime remettre les choses dans leur contexte et je trouve que toujours en dézoomant du vin, en sortant le nez du verre, de contextualiser euh, dans un système socio-culturel et historique, social, culturel et historique, ben, ça permet de mieux comprendre le vin par la suite. Parce que, soyons honnêtes, je ne suis pas sûr que les vins des Abruzzes présentement figurent sur le haut de la liste de votre carte des vins. Et je ne suis pas sûr que le Montepulciano est le cépage que vous affectionnez le plus sur la planète à l'heure actuelle. Maintenant, je vais juste vous demander brièvement, avant qu'on commence, à quoi vous associez les Abruzzes. Ça résonne. Qu'est-ce qui résonne quand vous entendez le mot Abruzzes? Est-ce qu'il y a une valeur économique? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Et là, faites pas vos timides parce que je vais venir vous chercher. Donc, pour ça, il faudrait que vous décrochiez vos micros. Hello? Moi, je dirais Abruzzes, ça égale mer et montagne pour moi. Abruzzes, mer et montagne. Donc là, je parle à François, c'est bien ça? Oui, exactement. OK. Juste parce que vu, je ne vous vois pas, mais j'ai reconnu la voix. Donc, merci François. Mer et montagne. En termes, les sommeliers qui sont dans les restos, là, présentement, à Bruce, pour vous, pourquoi vous en avez ou pourquoi vous n'en avez pas? Allô, y a-tu quelqu'un sur cette ligne? OK, donc je ne vais pas vous embêter, c'est le soir. Je vais vous aider. À tort ou à raison, vous pourrez toujours intervenir si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je pense que moi, le premier, avant de travailler et puis de me plonger un peu plus dans le vin des Abruzzes, j'avais une perception qui était quand même une perception de vin en, en grande quantité, d'un cépage qu'on appelle le Montepulciano, qui donne des vins juteux, pleins de fruits, mais pas nécessairement très sérieux, entre guillemets. Et peut-être que j'avais aussi une perception d'un cépage qu'on appelle le Trebbiano. Et si on creuse pas suffisamment, on s'aperçoit que on pense que le Trebbiano, c'est un des Trebbiano italiens auquel on n'associe pas nécessairement un aspect très, très qualitatif. Okay, donc, en partant de cette notion-là, ça freine un petit peu la chose. Le deuxième aspect, c'est que la représentativité des vins des Abruzzes qu'on a sur notre marché actuel, alors, elle est en train de changer pour le mieux, mais pendant quand même un bon laps de temps, ce qu'il y avait, c'était pas nécessairement le haut du pavé. D'accord? Donc, ça ne nous aidait pas un petit peu à nous exciter. Maintenant, pourquoi les Abruzzes pourraient figurer aujourd'hui sur une carte de restaurant et pourquoi moi je ferais figurer? C'est parce qu'au final, les gens ont besoin de, entre guillemets, nouveautés ou de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont soif de découverte. Puis quand tu connais le Piémont, quand tu connais la Toscane, quand tu connais la Vénétie, pour nommer que cela, bon, bah, c'est bien. Mais vous, votre valeur ajoutée à table dans un restaurant, c'est justement que le client puisse revenir pour vous, pour votre capacité à lui avoir fait découvrir quelque chose vers lequel il ne se serait pas tourné de prime abord. OK? Je sais plus si j'avais. Non, je l'avais pas dit à François. On s'est vu, François, il y a pas longtemps à Montréal. Mais j'étais à Toronto il y a 2 jours avec des journalistes sommeliers. Puis je leur disais, moi, si j'étais encore sommelier dans un restaurant, je pense que je ferais une page où il n'y aurait aucune appellation sur cette page, mais où il ne serait décrit que des styles de vin. Et donc, le client pourrait choisir un style de vin avec un prix qui est associé, mais sans connaître nécessairement son appellation. Et là, on pourrait créer des surprises, un peu comme avec les vins du Québec. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, Brandza Bourrin, oui, Oui, parce que je ne vous vois pas, oui. c'était terrible. Merci, Garo. Donc, plongeons un petit peu dans l'histoire. OK? Donc, quand on m'a dit, OK, on va faire un séminaire sur l'histoire des Abruzzes, j'ai fait comme, yep, là, très honnêtement. C'est quoi l'histoire des Abruzzes? Je vais chercher où? Et y a-t-il autant d'histoires que ça à raconter? On s'entend qu'on n'est pas en Bourgogne, mais oui, en fouillant un petit peu, il y a quand même de l'histoire à raconter. Donc, vallée de Peligna, du grec Pelagus,
et c'est pas très, très glorieux comme début historique, c'est-à-dire que c'est une vallée boueuse, okay, à l'époque de la préhistoire. Donc, on parle bien ici d'une vallée qui n'était pas vraiment mise de l'avant, entre l'Adriatique et les Apennins. Mais la photo que vous voyez ici, bah, ce n'est pas vraiment une vallée, c'est un haut de montagne. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a vraiment une dualité et on pourrait penser qu'éventuellement, dans l'Antiquité, etc., on ait commencé sur les parties vallées, plaines, voire même du côté de la plage, du côté de l'Adriatique, et il n'y en était rien. En fait, on commençait beaucoup plus en hauteur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on faisait des guerres, etc., bah, il fallait se positionner en hauteur pour voir un petit peu tout ce qui se passait aux alentours. Donc, à l'inverse de la Bourgogne, par exemple, où on a commencé la viticulture dans les plaines, parce qu'on avait peur de ce qui se passait dans le fond des montagnes, où ça avait l'air d'être le diable, et ben, en Abruzzes, on a d'abord commencé dans des montagnes et très très haut en altitude avant avant de se transférer un petit peu plus vers la mer Adriatique. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà une photo qui est quand même assez extraordinaire quand on parle des Abruzzes. Donc ça ne fait pas nécessairement partie de l'histoire, mais je pense que juste de se mettre des images dans la tête, et je pense que c'est notre rôle, que vous soyez journaliste, blogueur, influenceur ou encore un vieux métier, mais quand même pertinent, qui s'appelle sommelier de restaurant, c'est de mettre des images dans la tête de vos clients. Et vous avez bien beau dire que c'est du Montepulciano, que c'est un supérieur, que ceci, que cela. Au final, si quelqu'un d'entre vous va dans les Abruzzes, de quoi il va se souvenir avant même les vins, c'est de ces paysages-là. Okay, la mer Adriatique, en bas à gauche que vous voyez, non, c'est pas la grande muraille de Chine, mais c'est les forteresses, les habitations nobles des montagnes. Vous voyez bien qu'on a un paysage qui est comme vallonné, où on a des collines, des vallées qui sont en haut à droite, et un paysage qui est relativement enneigé, parce que dans les Abruzzes, vous allez retrouver le Gran Sasso, qui est le mont, qui est la partie des Alpes la plus élevée en Italie. Si on sort du Mont Blanc, là, mais on parle quand même de 3000 mètres d'altitude. Et en plein centre, quelque chose d'assez merveilleux, puis en même temps un petit peu effrayant. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de comment ça s'appelle, ce que vous voyez en plein centre? Pas François, parce qu'il le sait déjà. Non. Personne. Donc, ça s'appelle les trabocchi. Excusez mon italien, je ne sais pas si c'est bien prononcé. Mais en l'occurrence, quand on parle d'histoire, bah, on parle aussi, je vous parlais de l'histoire sociale et culturelle. Il y en a qui me connaissent, mais il y a un texte que j'aime beaucoup lire et relire à chaque année avec mes élèves, qui s'appelle L'histoire sociale et culturelle de l'Italie. Et ça vous retrace toute l'Italie au grand complet. Et entendons-nous, les Abruzzes, là où elles sont situées, c'est quand même le sud de l'Italie. Et le sud de l'Italie, on va parler d'une partie qui est peut-être un petit peu plus rurale, sans que ça soit péjoratif, considérant que la partie au nord a longtemps été mise de l'avant pour toutes ces industries. On a fait une exode rurale pour amener les gens au nord, on a abandonné tout ça. Et en termes d'éducation, les Abruzzes au départ, et là non plus, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est une région qui est relativement pauvre au départ, même si elle a déjà été habitée par de riches nobles qui, eux, sont allés un petit peu plus haut, qui ont décidé finalement de retourner en Toscane. Et quand tu es pauvre, bah, l'éducation, ça veut dire que tu te débrouilles avec ce qu'il y a, tu vas travailler dans le champ, et puis bah, nager, apprendre à nager, c'est peut-être pas une priorité. Donc, on est au bord de la mer, on ne sait pas nager, mais on veut aller chercher ce que la mer a à nous offrir comme alimentation. Donc, pour ce faire, on a créé ces trabocchi qui sont des espèces de pilotis en bois, un petit peu tout croche, où il y a des cabanes et on voulait surtout pas plonger dans la mer, on en avait peur. Donc, au bout de ces trabocchi, vous voyez deux espèces de bouts de bois qui sont tendus au-dessus de la mer. On a encore des grands filets hein, là-dessus. Puis la façon la plus simple, c'était de plonger le filet et de le remonter pour aller chercher tout ce que la mer avait à nous offrir. Donc ça reste encore quelque chose de traditionnel. On verra dans les terroirs et régions, la province de Chieti, c'est là majoritairement que sont installés ces trabocchi. Okay, donc ça fait partie intégrante de l'histoire. Et même si aujourd'hui ils savent nager, très certainement, il y a d'autres techniques de pêche. Ben, je dis toujours que telles les traditions sont belles pour autant qu'elles restent vivantes. Ça raconte une histoire et l'histoire, elle est là pour se prolonger.
OK? Donc, voilà. Ouh, quelque chose de très lourd. Donc là, je vous ai surligné quelques petites affaires en rouge juste pour donner un petit peu une dynamique de tout ça. L'idée, c'est pas que je vous lise nécessairement le PowerPoint, mais vous voyez la photo qui est en haut à gauche, ça commence déjà un petit peu à expliquer comment l'Europe a déjà été dessinée. Donc, si je prends juste l'Italie, donc on voit la Ligurie, les Ligures, donc qui ont donné naissance à la Ligurie, les Étrusques, les Italiques. En fait, les Italiques, c'était différentes tribus mélangées qui occupaient plusieurs zones de l'Italie, puis chaque tribu avait un petit peu son propre endroit. Donc, le premier nom des Abruzzes, c'était pas les Abruzzes comme on les connaît, mais c'était Aprutium, pardon, du nom des Préatui. Ça vous pas sûr que vous allez dire ça à un client, mais qui correspond à une tribu italique. Okay, donc, c'est juste d'aller voir d'où ça part. Okay, et qui vivait dans une ville qui était dite primitive. Et cette ville primitive est cette ville de Teramo, aujourd'hui, qu'on va retrouver plus un petit peu dans la partie nord des Abruzzes et qui est déjà un petit peu plus élevée, plus en altitude. Donc, à cette époque-là, tout va bien, on crée les Abruzzes. Les vins des Abruzzes, bien entendu, à l'époque romaine, ben, les Romains, ils ont planté un petit peu de la vigne partout, ça a fait partie de leur culture. Et les Romains ont amené énormément de génie, de connaissances dans l'agriculture en général. C'est niaiseux, mais si vous tapez Abruzzes et Empire romain sur Internet, vous allez tomber sur des photos où ils ont mis en place un système agraire qui était vraiment super efficace et qui n'incluait pas nécessairement la vigne. Donc, le développement de cette région en termes de viticulture et en termes d'agriculture, les Romains, ils sont pour beaucoup. Okay. Ensuite, ben, on parlait de richissimes familles qui sont allées dans les Abruzzes. Ben, les Médicis, okay, de Florence sont allés dans les Abruzzes. Et on va voir peut-être un petit peu plus tard que notamment un domaine a été la résidence des Médicis. Et vous allez voir, c'est absolument de toute beauté. Donc, ils ont contribué à enrichir, à construire des caves, à construire des châteaux, etc. Et on peut penser aussi que, on dit souvent que les Abruzzes, on a les Marches, les Abruzzes, la Molise, etc. Puis cette espèce de ligne médiane en Italie où on dit que la limite du Sangiovese s'arrête à peu près là où commencent les Abruzzes. Okay. Mais on peut quand même penser que le Sangiovese était avant du côté du sud de l'Italie et qu'il est remonté par la suite du côté de la Toscane, là où il a pris un petit peu son ancrage. Mais au départ, et je pense que je n'ai pas fait ces recherches en tant que tel, mais le Sangiovese, si je ne me trompe pas, est d'abord arrivé par le sud de l'Italie avant de migrer un petit peu plus vers le nord. Okay. Et donc, c'est ce qui explique, ça je trouve ça intéressant parce que si je ne l'avais pas cherché, je n'aurais pas trouvé cette explication-là. Mais souvent, je dis aux élèves, attention, ne confondez pas le Montepulciano d'Abruzzo et le Vino Nobile di Montepulciano. Donc, tu sais, là, ce serait d'aller dans des archives pour essayer de penser, ah, pourquoi qu'il y a une confusion? Ben, peut-être parce que les gens de la Toscane, en migrant, ils ont eu le Vino Nobile di Montepulciano qui était le Sangiovese et il y a une espèce d'amalgame qui s'est fait. Donc, une migration et un lien qui aujourd'hui est encore là, mais dont il faut faire vraiment la différence parce qu'il y a une coupe de dizaines de pièces de différence entre les deux appellations. OK? Questions, commentaires, plaintes? Je me fie à Caro. Ça va. Tout est beau. Ça va? OK. Donc, emplacement stratégique pour les Abruzzes, parce que d'un côté, sur l'ouest, on a les Apennins, et à l'ouest, on a la mer Adriatique. Okay. Donc, autant d'un point de vue géopolitique qu'agricole, on avait la possibilité de travailler la terre, et en même temps, on était protégé des Étrusques, de la Ligurie et des Ibères qui pouvaient éventuellement nous attaquer par l'ouest de l'Italie, et on avait aussi, commercialement parlant, accès quand même à la mer. Donc, ce qui était quand même relativement intéressant. Donc, on a compris qu'on avait les Romains qui ont défini ça, un peu les banquiers florentins qui ont amené un petit peu de richesse, de savoir-faire, une espèce de mélange de culture. Et ensuite, bah, il y a l'Empire romain qui chute. Donc, l'Empire romain, c'est à peu près 3e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à 5e siècle.
Et là, les Romains qui occupaient tout ça, ça fait en sorte que, les Abruzzes sont retrouvés un petit peu mangés au milieu de l'Italie par différentes tribus qui se sont succédées et qui ont impacté, on le veuille ou non, un petit peu le, la cacophonie ou qui ont impacté un petit peu la diversité des vins Abruzzes. Parce que j'aime parler de diversité. Pour en avoir dégusté plusieurs, on ne peut pas s'arrêter à la simple notion de Montepulciano et de Trebbiano. On va voir qu'il y a une diversité de cépages. Plus tard, on verra qu'il y a une diversité de terroirs, d'appellations à travers tout ça. Donc, on a les Lombards qui sont arrivés ici. Et éventuellement, tout ce qui était des Lombards en tant que tels, après, ils ont été pris par le sud de l'Italie, donc tous ceux qui venaient vraiment de la Sicile, des Ibères même, et ça a fait partie d'un grand royaume. Les Abruzzes a été annexé au sud de l'Italie qu'on appelait le royaume du sud. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer une petite vidéo. Là, vous avez une image du morcellement de la Sicile avant l'unification du morcellement de l'Italie, pardon. L'unification de l'Italie est arrivée quand même relativement tardivement. Donc, quand on parlait le royaume des deux Siciles, le royaume des deux Siciles, ça incluait les Abruzzes à cette époque-là. Okay? Et si vous prenez la Sicile et la Sardaigne, il y a beaucoup d'influences hispaniques dans ces coins-là, beaucoup plus en Sardaigne qu'en Sicile, mais quand même, c'est arrivé là-dessus. Donc, le royaume des deux Siciles, si vous regardez sur cette carte, en termes de superficie, par rapport au royaume de la Sardaigne, par rapport au royaume des Lombards vénitiens et par rapport à l'État de l'Église et le Grand-Duché de Toscane, c'est quand même une grosse partie de l'Italie. Donc, il y avait une force à la fois économique et politique qui a permis de réunir l'Italie et ça a été un grand enjeu à une certaine époque. Donc, je vais vous amener sur une vidéo, j'espère que vous allez la voir. C'est juste une explication de comment tout ça s'est découpé. Alors ça, si j'affiche le média, est-ce que vous voyez? Oui. Ok, c'est parti. Au milieu du XIXe siècle, il n'y a pas d'État italien. La conscience de l'existence d'une culture italienne spécifique a bien donné naissance à un mouvement culturel important, le Risorgimento, qui traduit l'aspiration des Italiens à prendre en charge leur devenir politique. Mais l'influence autrichienne sur la péninsule interdit toute expression du mouvement. Oh, excusez. Au milieu du XIXe siècle, c'est un mouvement culturel important, le Risorgimento, qui traduit l'aspiration des Italiens à prendre en charge leur devenir politique. Mais l'influence autrichienne sur la péninsule interdit toute expression du mouvement national italien. Celui-ci prend de l'importance tout au long des années 1850, en s'appuyant sur le royaume de Piémont-Sardaigne, de Victor Emmanuel II et de son premier ministre, Cavour. Ce dernier a bien saisi la complexité de la situation politique de la péninsule, morcelée entre les territoires autrichiens, la Lombardie et la Vénétie, ou les duchés de Parme, de Modène et la Toscane, qui vivent sous la domination autrichienne. S'y ajoute l'indépendance des États de l'Église, dirigés par le pape Pie IX, ainsi que, au sud, le royaume des deux Siciles. Cavour le sait, l'Autriche est le principal obstacle. À la suite de négociations brillantes autant que discrètes, il obtient l'aide militaire de Napoléon III. En juin 1859, les armées franco-sardes battent les Autrichiens à Magenta le 4, puis à Solferino le 24. L'unité de l'Italie du Nord semble acquise, mais Napoléon III, comme effrayé de son audace, négocie alors avec l'Autriche les préliminaires de paix de Villafranca. Le Piémont n'obtient que la Lombardie. Mais l'agitation nationaliste est telle dans les duchés que l'habile Cavour en profite pour y faire organiser des plébiscites qui, en mars 1860, unissent l'Italie centrale au Piémont. Quant à la France, elle obtient pour prix de son aide le comté de Nice et la Savoie. L'histoire finirait peut-être là si un patriote républicain, Giuseppe Garibaldi, n'avait organisé un débarquement dans le royaume des deux Siciles qui est incapable de faire face. Cavour envoie alors l'armée sarde à travers les États du pape à la rencontre des troupes garibaldiennes. Coup double, des plébiscites sont organisés dans les Marches et l'Ombrie, qui s'agglomèrent à l'Italie du Nord, tandis que Garibaldi offre au Piémont le royaume des deux Siciles. En 1866,
malgré la défaite des troupes piémontaises à Custozza, la guerre entre l'Autriche et la Prusse donne au Piémont l'occasion de s'emparer de la Vénétie. Se pose alors la question romaine. Que peut-on tenter contre la ville du pape défendue par Napoléon III? En 1867, Garibaldi et ses hommes tentent de prendre la ville, mais échouent devant les troupes françaises à la bataille de Mentana. En 1870, la guerre franco-prussienne règle brutalement la question. Napoléon III rappelle ses troupes. L'armée de Victor Emmanuel II entre alors victorieusement dans Rome, où seul le Vatican demeurera indépendant. L'unité italienne est achevée. OK. Donc, moi, je vais revenir à mes moutons. Ça, je vais le fermer. OK. Tu sais, ça, c'est à voir et à revoir, mais je trouve intéressant de voir cette construction en espèce de deux morceaux. D'abord le nord de l'Italie et le royaume du Piémont, les deux Siciles, puis après cette espèce d'engorgement euh, venu du nord et qui a un peu encerclé tout ça. Donc, quand on regarde aujourd'hui les Abruzzes, de quoi elles sont entourées, ben, on a bien vu que euh, du duché de Toscane, il y en a beaucoup qui sont arrivés dans le royaume des deux Siciles. Donc, ce que j'expliquais tantôt de la famille des Médicis, etc., c'est qu'ils sont allés dans cet endroit-là. Maintenant, tout ce qui est du côté du Latium, euh, la, surtout le Latium, on s'entend que ça reste encore très pontifical. Okay? Et donc, à ce niveau-là, ben, il ne se passe pas grand-chose quand dans les Abruzzes, qui a été unifié dans l'Italie, là, on devient un petit peu plus proactif. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu de la concentration de tout ça. Donc, en gros, ça donne quoi? Ça nous donne que dès l'Antiquité, on avait déjà des traces vitivinicoles comme dans bien des régions de l'Italie. Et dès la Renaissance, on voit que la viticulture est principalement axée dans la province de l'Aquila, ou l'Aquila, je ne sais pas comment on le prononce. Et la province de l'Aquila, c'est une province qui est montagneuse. Donc, on voit vraiment à ce moment-là une espèce de volonté de voir un petit peu se défendre, de contrôler du haut des Abruzzes. Et donc, on mettait la viticulture à cette place-là. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est vraiment à l'envers un petit peu d'autres régions qui se sont construites. Donc, période de l'unification, il fallait qu'on se batte contre les troupes, etc. Donc, on se mettait là, l'Aquila. Euh, Maintenant, si on se rapproche un petit peu plus d'aujourd'hui, 40-50 dernières années, eh ben, c'est là où la vigne est allée un petit peu plus sur la bande côtière, mais sans aller nécessairement sur la plage, en restant quand même dans cette zone de colline. Et donc, il faut toujours considérer les Abruzzes entre des collines et éventuellement des montagnes, mais beaucoup plus des collines, sachant que les montagnes aujourd'hui, puis on y reviendra, il y a une grosse protection du lieu dans les Abruzzes et c'est l'endroit de l'Italie où vous allez retrouver le plus de surfaces qui sont dédiées à des parcs naturels protégés. Okay? Donc, en ce sens, on a mis la viticulture d'un côté, puis même si on peut planter en haut, on essaye de le protéger. Vous avez donc ces deux archives qui parlent déjà de l'étiquette du Montepulciano et éventuellement, quand vous zoomerez, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, mais le communiqué de 1967 montre quand même qu'on mettait des appellations en place et parmi ces appellations, donc il y avait Valtellina, Valtella supérieure, un peu plus au nord. On voit Sacella, Grumello, Inferno, qu'on va retrouver également au nord-est, Marsala, Etna Bianco, donc tous des noms qui sont quand même assez porteurs et porteurs de qualité. Et on voit à travers ça Montepulciano d'Abruzzo. Okay? Donc, le Montepulciano d'Abruzzo a été et est encore, à mon sens, une appellation synonyme de qualité. Maintenant, ce que l'homme en a fait à travers les années, c'est autre chose. Donc, ça, c'est juste un petit retour sur ça, et ce qui nous permet d'arriver à aujourd'hui 34 000 hectares de vignes, ce qui est pas si énorme que ça, mais ce qui quand même est important dans la mesure où on a beaucoup de parcs naturels du côté des Abruzzes. Les Abruzzes, c'est, si je ne me trompe pas, à peu près 1 million d'habitants sur une surface qui devrait correspondre euh, qui devrait correspondre à quoi? Je ne le sais pas. Mais 1 million d'habitants, c'est pas beaucoup
sur une province comme ça, sur 34 000 hectares de vignes, plus tous les parcs nationaux. Donc 34 000 hectares, mettons, disons à peu près la Bourgogne, grosso modo. Et sur ces 34 000 hectares, ben, il y a quand même quelque chose comme 17 à 18 000 hectares qui sont du Montepulciano d'Abruzzo. Donc, c'est pas vrai que sur 17 000 hectares, on va planter juste un style, on va avoir juste un style de vin. Ça va dépendre d'où il vient. Ça, on verra ça dans le webinaire de la semaine prochaine ou dans, je sais plus, la prochaine date. Je vous parlais d'Aquila tantôt. Alors, la photo que je vous ai mise ici n'est pas très valorisante, mais c'est juste pour vous démontrer la résilience et l'importance, l'attachement que les gens ont en leur lieu qu'est les Abruzzes. En 2009, si je ne me trompe pas, ou 2010, il y a eu un énorme tremblement de terre qui est passé dans tous les médias, qui a frappé le centre des Apennins, donc le centre sud. Et l'Aquila était vraiment très, très proche de l'épicentre de ce tremblement de terre et tout a été dévasté. C'est juste une photo pour vous illustrer un peu ce qu'il en est. Et là, on aurait pu penser, ben, l'Aquila, c'est dans les montagnes, dans les Apennins, c'est très rural, tout le monde va sacrer son camp et puis il ne va plus rien se passer. Ben non. Tellement important comme lieu en termes d'histoire et de culture que les gens ont cette résilience dans les Abruzzes et sont très, très attachés à leur terre. Ils n'ont pas fui. Ils ont relevé leurs manches, ils ont reconstruit et ils revivent encore là aujourd'hui. Donc, l'Aquila, c'est vraiment l'épicentre culturel et historique de l'Italie. La vigne, c'est peut-être transféré à d'autres endroits. L'Aquila, aujourd'hui, c'est pas vraiment le, le lieu où vous allez avoir le plus de concentration de vignes, mais ça fait partie du développement culturel et du développement de la viticulture dans les Abruzzes. Donc voilà à quoi ça peut ressembler, historiquement. Ça, je vais revenir dans terroir aussi, mais tranquillement, pas vite. Ce que vous voyez dans bien des régions, c'est-à-dire une volonté de mettre sur l'étiquette un endroit de plus en plus précis, ben, ça existe aussi dans les Abruzzes. Exemple, on ne va pas juste parler de Montepulciano d'Abruzzo, mais on va parler éventuellement sur une étiquette de Montepulciano d'Abruzzo Terre di Chieti, ou Terre di Pescara, ou Terre di Teramo, ou l'Aquila. Donc, c'est-à-dire de venir déjà scinder ces 17 000 hectares de Montepulciano d'Abruzzo en des sous-régions. Et éventuellement, à l'intérieur des sous-régions, et ça, c'est un long shot, ça serait de tomber dans la notion de village. Donc, tranquillement, pas vite, vous voyez apparaître ça sur les étiquettes. J'en ai frappé quelques-unes. Et là, ça va être de comprendre c'est quoi la différence entre la province de Chieti, de Pescara, de Teramo et de l'Aquila. Quand je disais qu'il y a une grosse, grosse partie réservée aux parcs nationaux, donc vous voyez tout ce qui est en jaune, ce sont des parcs nationaux protégés. Techniquement, on pourrait planter de la vigne, mais on a interdit ce volet-là. Je vous refais pas tout ça, mais juste vous montrer un peu, je vous parlais du potentiel les Romains qui ont construit vraiment une agriculture intelligente. Donc, vous avez une photo, très certainement le Grand Sasso, qui est juste au-dessus dans la province de l'Aquila. Et vous avez toutes ces anciennes bâtisses romaines, donc qui servaient à la fois pour vivre, qui servaient éventuellement à stocker des affaires et éventuellement à faire du vin. Donc, les Romains ont vraiment exploité ça. Et ensuite, c'est un peu comme en Bourgogne, ce sont les ordres monastiques qui ont, eux, développé et documenté des pratiques de vinification un petit peu plus particulières et qui ont commencé un petit peu à dénoter les endroits où le vin était produit en meilleure qualité. Donc, on parlait de la noblesse et de la valeur des vins des Abruzzes. Ce que vous avez comme photo en haut à droite, c'est pris à Santo Stefano di Cesagno. Et la photo qui est à gauche, c'est à l'intérieur de ce château. Et en fait, c'est l'endroit où la famille les Médicis, les banquiers des Médicis, avaient construit ce château-là. On pouvait y dormir, etc. Mais on peut y dormir aujourd'hui, pardon. Mais voyez que cette chambre, elle est construite dans des anciennes caves de cette époque-là. Et c'est là qu'on voit exploser le Montepulciano d'Abruzzo avec ses familles toscanes, Montepulciano d'Abruzzo. Après, ils retournent là-bas avec leur Sangiovese. Et ce qu'on lui dédie au Montepulciano à cette époque, c'est quand même d'avoir une qualité de profondeur, de structure et de longévité. Donc, je pense que je ne mentirais pas si plusieurs d'entre vous n'associent pas le Montepulciano à ces trois adjectifs-là.
Or, et j'espère qu'on pourra déguster plusieurs produits intéressants, il y a vraiment moyen de trouver quelque chose d'assez extraordinaire et ne pas s'arrêter à la bouteille vendue en litres ou aux caves coopératives. Heureusement, malheureusement, dans un sens, les caves coopératives, il y a 250 producteurs et il y a quelque chose comme 35 caves coopératives dans les Abruzzes. Donc, tu sais, ces caves coopératives, elles n'ont jamais misé sur la qualité. Si je retrouve le PowerPoint, éventuellement, vous aurez un petit explicatif d'un producteur qui donne son point de vue éclairé sur les caves coopératives, où finalement, la qualité n'a jamais été mise de l'avant. Il n'y avait pas de formation. Les seules choses qu'on mettait de l'avant, c'était l'aspect marketing, la capacité de vendre du vin. Et encore aujourd'hui, ces caves coopératives, la grande partie d'entre elles n'embouteillent pas le vin dans les Abruzzes, mais envoient le vin en vrac pour être embouteillé dans d'autres pays. Okay? Mais gardons en tête quand même qu'à cette époque-là, structure, longévité, profondeur étaient présentes. Okay? Et donc, après, plus proche de nous, le 19e siècle, c'est un peu ce que vous connaissez de bien les régions en Europe, c'est-à-dire des innovations et des défis. Donc, techniques de vinification, il y a l'œnologie qui se met en place à travers tout ça, des techniques de viticulture. Puis, il y a aussi le phylloxéra qui arrive, qui ravage entièrement l'Italie. Et les Abruzzes n'ont vraiment pas été épargnés là-dessus. Et malheureusement, on ne s'est pas nécessairement relevé du phylloxéra de la bonne façon partout. On a replanté en masse. Avant le phylloxéra, je veux dire, la France était impactée grandement quand l'Italie ne l'était pas encore. Et l'Italie avait pris un peu, dans toutes ces régions, pour habitude de finalement fournir du vin à tous les autres pays qui étaient touchés par le phylloxéra. Donc, on y allait dans la quantité. Après le phylloxéra, il y avait quand même cette idée qui était présente. Par contre, quelques scientifiques, quelques personnes un peu plus intéressées ont replanté sur des porte-greffes particuliers et ont surtout replanté les cépages autochtones, indigènes aux Abruzzes. Je fais une parenthèse, mais je le disais, je sais plus si je le disais à Montréal, François va peut-être me corriger, mais quand vous pensez blanc en Italie, généralement, là, on s'en va où pour que ça soit, entre guillemets, intéressant? Je vais prendre une gorgée. On s'en irait dans le nord, Trentin-Adige, Tyrol, etc. On s'en va des fois dans un petit peu la Campanie, le Basilicate éventuellement, mais je vais, je suis peut-être pas politically correct là-dessus, mais veux pas, moi, du blanc de Toscane, et c'est très éditorial et ça n'implique que moi, ça m'excite pas grandement. Du chardonnay et du sauvignon blanc élevé au bord de la Méditerranée avec du bois, je trouve pas que ça a une identité italienne. La beauté de la chose, c'est quand vous allez dans les Abruzzes, il n'y a pas de chardonnay, il n'y a pas de sauvignon blanc, mais on va parler de cépages, on le verra dans le 3e webinaire, de pecorino, de passerina, de Trebbiano abruzzese, qui est un Trebbiano autochtone et qui n'est pas le Trebbiano toscana. D'accord? Donc, il y a cette volonté quand même de revenir aux traditions, de définir le lieu, d'habiter ce lieu et de le faire vivre. Et tout ça, donc début du XXe siècle, qu'on veuille ou non, il y a quand même eu 2 guerres mondiales à travers tout ça, qui a amené une grosse crise économique, qui a amené aussi un exode des Italiens, donc la diaspora qui se retrouvait un petit peu partout dans le monde. Et soit dit en passant, parenthèse, la plus grande communauté des Abruzzes se situe au Canada et à Toronto. Okay, c'est là que vous allez voir la plus grande proportion d'habitants des Abruzzes au Canada. Et vous voyez, ils se sont toujours relevés. Donc, si on retient la résilience, l'appartenance du lieu, la volonté d'être attaché à quelque chose et de ne pas le laisser aller, je pense qu'on a une belle démonstration. Et donc là, on arrive au XXe siècle avec ce qu'on appelle la renaissance pour les vins des Abruzzes. Le XXe siècle, c'est les années 1900, je dirais plus deuxième partie du XXe siècle, 1950 et en montant.
C'est-à-dire qu'on a l'Union européenne, on a des techniques de vinification qui s'affinent, on a une connaissance du milieu du vin et on a la fin de la guerre d'Algérie, on a un peu plus de stabilité. Et là, on va y aller sur la qualité plutôt que sur la quantité. Mais entendons-nous, 1960-70, c'est déjà tard pour la qualité. Okay, alors qu'on a toujours un petit peu valorisé beaucoup plus la quantité. Mais ça arrive tranquillement avec des techniques qui sont plutôt modernes, mais sans jamais oublier les méthodes traditionnelles. Tantôt, je vais vous présenter un producteur qui est dans la plus pure tradition qui existait, mais tradition ne veut pas dire médiocrité. Tradition veut dire que on utilisait ce qu'on avait, mais aujourd'hui, cette tradition, on l'exploite de façon intelligente avec les connaissances de viticulture et de vinification. Donc, en termes d'oxydation de mou, etc., etc. Donc, c'est là qu'on a vu un espèce d'engouement pour une région qui était comme, qui pouvait se relever un petit peu, qui avait un potentiel de quelque chose, parce que l'histoire nous avait le démontré. Et donc, il y a deux familles importantes, deux familles viticoles notables qui se sont installées, Valentini et, je pense que vous le connaissez, Mascarelli, qui aujourd'hui nous propose des vins Mascarelli qui vont d'un vin à 17 pièces aller à un vin qui est pas loin du 100 $. Donc, on bascule là-dedans. Je vais vous représenter Mascarelli tantôt. Donc, rôle central dans l'élévation du statut des vins des Abruzzes sur la scène mondiale, ces deux domaines, encore aujourd'hui, sont associés à une très, très grande qualité des vins des Abruzzes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des compléments? Je ne sais pas tout. On reste comme ça? OK. Et donc, un système d'appellation qui se met en place. Le système d'appellation, c'est fait pour un petit peu encadrer, s'assurer d'une qualité. Je ne dis pas que le vin est bon, mais s'assurer d'une qualité, d'un renforcement un petit peu des manières de faire pour éviter que ça s'en aille un petit peu n'importe comment. Donc, les DOC, DOCG, on verra qu'éventuellement, est-ce que c'est ça qui est vraiment important dans l'Italie, de connaître les DOC et DOCG par cœur? Je ne suis pas tout à fait convaincu parce que je pourrais vous montrer bien des DOCG qui sont des ignominies et puis bien des IGT ou des DOC qui sont exceptionnels. Reste que on met en place les deux plus grands cépages qu'on connaît à cette époque-là et qu'on valorise, le Montepulciano et le Trebbiano. Et on ne se casse pas la tête, on associe ça avec la région des Abruzzes parce que, encore à cette époque-là, les provinces étaient moins définies. Chieti, Pescara, etc., on n'en parlait pas trop. Okay, donc, c'est la première dénomination de DOC, ce qui est quand même assez amusant, et on le verra éventuellement un petit peu plus tard, je pense, dans le deuxième séminaire, c'est que si vous ouvrez un livre aujourd'hui qui vous parle des Abruzzes, vous allez voir une multitude d'appellations. Et en fait, ils sont en train de s'apercevoir que, déjà, qui connaît les Abruzzes? Si on veut faire connaître le Montepulciano pour ce qu'il a de bon, peut-être ça serait le fun qu'on n'ait pas 12 000 appellations à travers tout ça. Donc, ils ramassent ça dans Terre d'Abruzzo avec un nom de cépage, mais éventuellement Terre d'Abruzzo avec une notification d'un lieu plus précis, plutôt que d'avoir des appellations qui ne veulent rien dire à personne. Donc ça, c'est dans un futur relativement proche qui est en construction d'aller préciser cette notion de lieu, mais en partant de quelque chose qui est avant tout géographique. Donc voilà. Donc là, je vous disais que ce n'est pas ma présentation finale. Entre ce que je vous ai fait et les producteurs, il y avait un volet qui était de vous parler un petit peu du consortium. Vous voyez le petit logo qui est Vini d'Abruzzo avec un aigle à l'intérieur. Ce n'est pas un consortium qui est vieux, le consortium des Abruzzes. C'est quand même assez récent. Et l'idée de tout consortium en Italie, c'est quand même d'essayer d'encadrer, d'essayer d'aider les producteurs, parce que c'est une fédération de producteurs, pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, est-ce que tout le monde adhère, puis pour éviter aussi tout ce qui est fraude potentielle. Donc là, au jour d'aujourd'hui, en 2024, là où on se parle, le plus gros défi pour le consortium, c'est d'aller fédérer l'adhésion de tous vers une volonté d'augmenter la qualité, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y en a qui vont continuer de « pourquoi je me ferais chier, ça marche comme ça depuis 40 ans, 60 ans plus ».
Donc, on va continuer comme ça. Et il travaille sur un projet actuellement. Vous avez un vin qui s'appelle le Cerazolo d'Abruzzo, qui est un vin rosé à base de Montepulciano. Et ils essayent de voir comment ils pourraient finalement amener jusqu'à produire un rouge clair, plus un clairet quasiment, pour aller encore un petit peu plus loin. Mais pour ça, faut que tous les producteurs adhèrent à ce projet-là. Et ils travaillent aussi sur cette volonté de définir les provinces et éventuellement des villages. Donc, travail en construction, on y va petit à petit. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est un volet historique, je dis, l'histoire des Abruzzes n'est pas si longue que ça, mais elle me paraît intéressante dans cette construction entre la Toscane versus une province pauvre, entre mer et montagne, et sur ces traditions viticoles. Questions, plein de commentaires. Je pense que plus tard, quand on parle des cépages comme le Trebbiano, si on compare celui des Abruzzes, c'est de meilleure qualité que celui de Toscane. Je pense qu'il y a une différence au niveau de la taille des baies aussi. Exactement. Donc ça, on le verra plus quand on parle pas justement des cépages, mais gardez déjà en tête que quand vous achetez un Trebbiano d'Abruzzo, je dirais que le pourcentage minimum, c'est 85% de Trebbiano abruzzese. Le reste, vous pourriez mettre d'autres choses, mais dans l'optique où on vise la qualité de plus en plus, la plupart des producteurs vont jouer sur le 100% Trebbiano abruzzese, qui donne pas tout à fait le même style de raisin, effectivement. Bon commentaire, je sais pas à qui je m'adressais. Carl Echeverry. Carl, bonjour. Oui. Donc voilà. Autre commentaire, question? Il est quelle heure avec tout ça? Ouais, on va avancer un petit peu quand même. Donc, ce que vous voyez, c'est une photo, quand on parlait de tradition, bon, là, on est quand même sur quelque chose de relativement traditionnel, où on va tout simplement presser des raisins à travers deux bimes de bois, une petite grille en métal, mais à l'époque, c'était ça, c'était vraiment avant, c'était des espèces de paille, où on venait comme ça, soit fouler les raisins des rouges, soit même pressurer directement les blancs. Donc, je vous parlais des caves coopératives. Torre dei Beati est un producteur intéressant que je ne vais pas nécessairement vous décrire aujourd'hui, mais vous irez fouiller sur ce domaine-là. Et ça, c'est le témoignage qu'il a fait dans une entrevue où il disait que finalement, pendant des années, c'était produire du vin et plus, et encore plus, et encore plus de vin. Okay? Aujourd'hui, il dit qu'il y a quand même 70% du Montepulciano qui est mis en bouteille en dehors de la région. C'est quand même une réalité, on se voilera pas la face. Mais parce que ces coopératives n'ont jamais eu conscience du changement qui s'opérait sur le marché. Parce qu'elles prenaient tellement de place que le tout petit producteur comme Pépé, par exemple, lui, là, il faisait ses affaires dans son coin. Eux autres, là, c'était les gros de ce monde. Puis ils ne sont pas vraiment enquéris de ce qui se passait. C'est ça qui se produisait. C'était 70% de la production. On se souvient du reste. Okay? Donc, ils vendaient en vrac et ils vendaient finalement du jus. Et quand je vous disais que l'histoire est importante, Fausto dit, ils ne se sont jamais préoccupés du lieu et donc de vendre une histoire en bouteille, de vendre un territoire, de vendre le Grand Sasso, qui est le mont le plus élevé, de vendre la Maiella, qui est un autre mont, de vendre les parcs nationaux, de vendre cette volonté de protection d'un lieu et éventuellement de le mettre dans une bouteille. Il écossait juste le vin en bac, les vins bon marché, et éventuellement le nom d'une appellation qui était Montepulciano d'Abruzzo. Donc, maintenant, je vais faire un petit croche là-dessus. Est-ce qu'il faut jeter la pierre nécessairement aux caves coopératives tout le temps? Non. Pour moi, un des meilleurs exemples, j'ai deux bons exemples, c'est la cave coopérative La Chablisienne à Chablis et les caves coopératives des Côtes-du-Rhône. Si vous prenez, c'est quoi le premier rôle d'une coopérative? C'est quand même de faire vivre une communauté d'agriculteurs en lui achetant des raisins. Et s'il n'y avait pas eu de cave coopérative dans le Rhône, je ne suis pas sûr que le Rhône serait aussi fort économiquement aujourd'hui. Ça a été un support économique. Donc, dans les Abruzzes, c'est aussi le cas. Donc, je veux juste faire attention de ne pas tomber dans une espèce de vision tunnel de « Oh, les petits, Valentini, Pepe Mascarelli, etc. C'est super bon, c'est ça qu'on veut aller visiter. »
je pense qu'on a, nous aussi, un rôle en tant que sommelier, journaliste, etc., de, euh, d'expliquer une réalité qui est plus grande et aussi de ne pas se limiter à une clientèle, mais de pouvoir toucher à tout le monde. D'accord? Donc là, j'ai listé quelques producteurs, je dis, il y en a plus de 250, mais qui me paraissent intéressants. Ceux qui sont en noir, excepté Chirelli, parce que ma présentation a glissé, mais je pense que vous le connaissez, c'est ceux dont on va discuter un petit peu là. Les autres, ça peut être un travail de recherche très intéressant, notamment, je pense, la cantina Tolo qu'on a disponible. Alors, je ne sais pas si c'est en SAQ, peut-être. En tout cas, définitivement en IP. En SAQ, oui? Oui. OK. Les autres, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'ils y sont. Par contre, Mascarelli, Valentini, Pepe, euh, Marina Zvetic, si je ne me trompe pas, Oui. Chirelli, sont en SAQ. OK? Oui. Marina Zvetic, c'est la femme de Macchiarelli. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu domaine éponyme. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise pour vrai quand j'ai. Tu sais, quand je donne les conférences, je dis toujours aux gens, puis François était là, il en est témoin. Je dis toujours aux gens, moi, je ne déguste pas les vins avant que les gens arrivent pour assister à la conférence. Je veux être à la même place, je veux juste essayer de comprendre le vin et d'en tirer quelque chose, puis ensuite, je vais voir des fiches techniques ou la renommée du domaine. Et pour vrai, là, il y a des trucs qui m'ont jeté en bas de ma chaise que je connaissais pas du tout, notamment Chiavolic et Terravina, qui ont qui m'ont proposé des Trebbiano d'Abruzzo. François, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était les 2 derniers blancs qu'on a dégustés, qui étaient d'une profondeur, d'une salinité, d'une émotion, d'un réel sentiment de lieu qui dépassait la simple notion de cépage. Et moi, là, quand on touche à ça, c'est on touche à vraiment une notion de terroir et d'émotion. Quand je ne fais pas juste déguster un cépage, ça veut dire que si je déguste pas un cépage, il faut que je déguste autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est une combinaison multifactorielle. OK? Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà goûté Chiavolic? Non. Non, hein? Je ne suis pas sûr que ça rentre sur notre marché. Pardon? Ah, OK. Non, effectivement, je pense qu'il n'est pas là. Non, Aussi. je pense pas, en tout cas, puis même pas en importation privée. Là, je fais une autre parenthèse. Tu sais, quand je vous disais au début, Excusez-moi, oui, oui, il est en importation, c'est Roxana, il est en importation privée avec Maison Vitis, avec Vitis. Je vais essayer ah, OK, de les avoir en dégustation. je l'espère, Roxana. Oui, OK. OK. Merci, Roxana. Roxana qui est Plaisir. intervenue, c'est la responsable de la Chambre de commerce italienne avec qui je travaille et qui fait un travail dans l'ombre qui est extraordinaire. Roxana, merci. Euh, J'en étais où? J'en disais qu'au début, je disais, mettez une carte, euh, faites une page blanche dans votre carte des vins pour juste que les gens choisissent un style de vin avec une courte description, puis il y a un prix. Moi, je serais le premier à jouer ce jeu-là, peu importe le prix. J'ai le goût que ça m'excite, j'ai le goût de ah ouais, tu me parles de ça, tac. Je veux pas savoir d'où ça vient, je veux juste que ça soit bon. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, si tu mets un vin de Chiavolic sur une carte des vins aujourd'hui, ce vin-là va sortir beaucoup trop cher pour que un consommateur se dise ah ouais, un vin des Abruzzes, un white 200 pièces. Ça n'arrivera pas ou à peu près. Donc, c'est là que vous avez un rôle à jouer, une valeur ajoutée. Et c'est là que soit tu le swings en accord mets et vins avec un corps à vin, puisque tu veux protéger tout ça, soit tu le mets, comme je te dis, sur un style de vin. Et puis, les gens choisissent. Honnêtement, quand j'ai goûté ce Trebbiano-là, moi, j'étais sur quelque chose qui oscillait entre un Rioja blanc d'un producteur que tout le monde s'arrache et un merveilleux chenin. Jamais de la vie, je me serais attendu à ça. Y avait-tu quelqu'un qui avait son micro? Non, OK. Donc, brièvement, Mascarelli, je pense qu'on le connaît puis on le connaît pas en même temps, Mascarelli. C'est un vin quand même dans j'aime pas dire l'entrée de gamme, mais dans les premiers niveaux de la gamme. Ouais, c'est entrée de gamme finalement. Ben, c'est pas cher, c'est beau, bon, pas cher. Oh, excusez.
Bon, pas cher. Il faut quand même savoir que Mascarelli, aujourd'hui, c'est le plus grand domaine viticole italien privé. Donc, tu es en domaine privé en tant que tel, c'est assez énorme. Plus de 60 parcelles de vignes dans la totalité des Abruzzes et une diversité autant au niveau des cépages que des lieux où c'est planté. Donc, tu sais, il a fait sa renommée un petit peu comme ça, en achetant des parcelles et en étant le plus grand aujourd'hui privé. Donc, ce qui fait qu'il a une représentativité sur les marchés qui est quand même relativement intéressante quand on parle de caves particulières. Et donc, sa force, c'est qu'on a vraiment le vin, si je ne me trompe pas, il y en a à 17, quelque chose comme ça. Mais on peut aller dans le très haut de gamme, voir des éditions limitées. Et le pinacle de ça, c'est Villa Gemma de Mascarelli, où là, on est vraiment dans un truc qui vous sort de la compréhension du Montepulciano en tant que tel, où on a à la fois de la puissance, de l'équilibre. On peut mettre du bois parce qu'on est allé chercher une profondeur et une structure, mais on a aussi une capacité de rétention d'acidité. On reviendra sur les cépages, mais c'est un cépage qui est super antioxydant, super tannique, super acide. Okay? Donc, il y a vraiment des choix en termes de viticulture, de date de vendange, etc., qui vont impacter ce que le Montepulciano peut donner. Donc, Mascarelli, je passe là-dessus. On voit vraiment les monts enneigés. Ça, c'est un domaine typique italien, mais on voit que ce n'est pas une petite famille qui est arrivée hier matin. Valentini, les grands vins de Valentini, ils viennent aussi avec un grand prix, généralement. Et c'est ça. C'est quand je vous disais, est-ce que tu mets ça sur une carte des vins et le client va te le commander? J'en achèterais 6 pour commencer, puis j'essayerai de faire quelque chose avec. Okay? Donc, eux autres, ils ont fait leur renommée autour des cépages classiques et du Cerasuolo. Et ils se sont surtout mis sur la map. Tu sais, des fois, j'appelle ça le vigneron chonchon, ou vigneron bougon. C'est le gars qui fait ses petites affaires dans son village natal, qui veut rien savoir, qui partage pas trop ses savoir-faire avec l'autre. Tu sais, c'est grumpy grandpa, mais avec un toucher qui a aucune commune mesure. Okay? Donc, très proche, il y a une faute dans mon truc, une demi-heure, très proche de Pescara, donc plus la partie qui s'en va vers le nord des Abruzzes, mais en se rapprochant quand même de l'Adriatique. Et il y a plusieurs parcelles, 60 hectares de vignes, ce qui n'est pas si énorme que ça en tant que tel. Et le gars, sans qu'on sache vraiment comment il faisait son vin, parce que les médias n'ont jamais vraiment eu accès à tout ça, a toujours ébloui les gens en dégustation quand on popait la bouteille. Donc, aujourd'hui, si vous allez voir la nouvelle génération, peut-être qu'on va vous ouvrir un petit peu plus la chose, parce que veut pas, 2024 fait en sorte que si tu n'as pas de marketing, etc., ça ne marchera pas. Mais ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est une rigueur de production, une rigueur au niveau de la viticulture et des techniques qui sont peut-être plus traditionnelles que modernes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dégusté Valentini? Personne? C'est des vins, si je ne me trompe pas, qui sortent quand même à un prix. Attendez, je vais essayer de le trouver sur SAQ. S'il y en a qui le trouvent avant moi, mais c'est quand même pas donné. Il y en a 225, ça joue alentour de ça, 270. Donc, tu sais, Valentini, c'est ça, quand on dit un 2018 de Valentini sur un Trebbiano d'Abruzzo à 268 $. OK. C'est quoi ta capacité de mettre ça sur une carte des vins à un coefficient de 2,5 ou 3? OK? Donc, c'est à voir. Mais en quoi ça serait moins pertinent de prendre ça qu'un énième producteur que tout le monde connaît de Barolo? Au moins, tu as cette capacité d'être un sommelier, entre guillemets, unique, de ne pas avoir la même carte des vins que ton voisin. Donc ça nous permet d'aller fouiller un petit peu plus loin. Et c'est là où peut-être Valentini pourrait être intéressant si tu veux pas être comme ton voisin avec Emilio Pepe, que je pense tout le monde connaît comme étant une légende dans les Abruzzes, très proche
de la ville de Torano, donc du côté du Grand Sasso. C'est un très, très vieux domaine, 1900, très vieux, très vieux dans le moderne, mais très vieux quand même depuis 64. Et lui, c'est vraiment l'adepte du biodynamique, couvert végétal, de techniques qui sont respectueuses de l'environnement du début à la fin et de techniques de vinification qui favorisent les aspects traditionnels. Donc, ça se fait encore. Un pressurage à l'ancienne, donc on dit avec des bottes hygiéniques, oui ou non, mais en gros, c'est tout écrasé au pied. Okay? Donc, il y a cette volonté de respecter ces traditions. Et aujourd'hui, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, deux domaines qui se définissent autour de la famille Pépé, à savoir les filles qui ont repris, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, Emidio Pépé est encore vivant. Les geeks de ce monde, il me semble qu'il l'est. Mais ces filles ont pas mal repris le domaine, dans la même continuité que ça. Et il y a une autre fille dont vous pouvez aussi trouver des vins qui s'appelle Stefania Pepe, okay, qui fait des vins absolument à la fois concentrés et délicats, d'une capacité de vieillissement qui est absolument hallucinante. Donc, si vous allez chez Stefania Pepe, sachez que ce n'est pas le domaine Emidio Pepe, mais ça va être ses vins à elle, et que les deux autres filles perdurent sur la tradition du domaine Emidio Pepe. Donc, si je tape Pepe, ça aussi, c'est pas nécessairement c'est à la portée de tout le monde, mais ça fait partie des domaines qui ont tiré toujours vers le haut la qualité, sans nécessairement rechercher la reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle est arrivée un petit peu malgré eux. Je vois Stefania Pepe, Coro Divino Trebbiano d'Abruzzo en 2006, $169 la bouteille. J'ai eu l'occasion de popper quelques bouteilles de ce vin-là en 2006. Présentement, en fait, ça dépend comment il a été conservé. Parce que vous savez, on a un système de la SAQ, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui va aller en SAQ payer une bouteille comme ça. Il y a un peu de variation, mais ce que j'ai goûté quand c'était bon, c'était vraiment excellent. Okay? Emidio Pepe, vous voyez que l'étiquette, elle est toujours dans ce côté un petit peu traditionnel à l'ancienne. Donc, des vins qui oscillent entre 100 et $200 la plupart du temps. Présentement, il n'y en a pas d'Emidio Pepe en SAQ, mais il reste des Stefania Pepe sur du très bien long. C'est quand je disais ce côté légèrement oxydatif, un peu miellifère, un petit peu cire d'abeille, c'est ça que vous allez retrouver. Souvent, ils ont aussi des notes un peu de fleurs, de pétales de rose, les vins d'Emidio Pepe. C'est très, très, très fin. Il y a une volonté au niveau de la maturation, au niveau de ce jeu entre l'oxydation pour élever le vin et lui permettre de vieillir, mais en même temps un contrôle des aromatiques. C'est assez intéressant, effectivement. Merci, Carl, si je ne me trompe pas. J'ai quelque chose à ajouter sur Monsieur Pépé. On est allé en Italie récemment dans le sud, puis on a parlé à plusieurs sommeliers, puis on m'a dit en fait que les vins d'Emidio sont surévalués depuis le fait qu'ils ne participent plus. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ça. Oh, c'est qui parle? C'est Joanie Lévesque. Salut, Joanie. Bonjour. Écoute, toi, tu y étais, moi, j'y étais pas. Moi, j'ai juste une prudence à ce niveau-là. Je vais te donner un exemple. Paul Bocuse est mort, on lui a retiré une étoile. Pourtant, Paul Bocuse, ça faisait bien longtemps qu'il ne cuisinait plus. Lui. Mais semble-t-il que depuis le millésime 2011, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de goûter avant et après, il y a une grosse différence. Mais je n'ai pas eu la chance, donc c'est ce que j'ai entendu, je partage l'information. Ben, merci de la partager. Puis moi, je la garde en note. Puis si j'ai l'occasion justement de goûter ces vins-là, cette différence, effectivement, est-ce qu'il y a une différence de technique, etc. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires là-dessus? Non? OK. Vallée Réal. Donc, Vallée Réal, ça, c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, honnêtement, mais sur lequel, quand j'ai fait ces recherches de producteurs, sur lequel je suis tombé, c'est très, très récent, quand même, 98, c'est hier matin. Et on est vraiment dans une famille d'agriculture plus que de la vigne au départ.
Okay? Donc, c'est vraiment ce respect agricole. Et ben, on arrive à faire quelque chose qui est vraiment... voyons, on fait des techniques d'agriculture que de vinification, de ce que j'ai compris. Okay? Donc, une zone préservée de la région ou dans laquelle on fait du Montepulciano ou d'Abruzzo et on essaye de faire vivre tout ça en osmose. Donc, ce qui fait la pierre angulaire de ce domaine, c'est un vignoble ici, que le vignoble de San Callisto, que j'ai jamais eu l'occasion de déguster. Et j'espère que quand j'irai là-bas, je pourrai essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Mais vite de même, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, mais il semble que c'est un domaine qui est quand même assez notoire et à suivre. Est-ce qu'il y en a qui ont eu l'occasion d'être en contact avec ce domaine-là? Je pense que non. Valéréal, on n'en a pas en SAQ. Mais, à noter. Ça là, aïe, aïe, aïe. J'ai découvert ça il y a 4 jours. Je suis tombé en bas de ma chaise. Ça n'a aucun bon sens, comme c'est bon. Vous me connaissez, je vais y aller all-in quand, dans le mauvais comme dans le bon. Dans la mesure où le séminaire s'appelle Histoire et producteurs, je mets à la fois l'accent sur l'historique et l'historique des producteurs et ceux qui ont façonné un petit peu la renommée qualitative. Puis j'ai pas le choix de pointer la profondeur, le toucher de vinification, l'amour du lieu de ce domaine-là qui est Tiabolic. Tiabolic, ça sonne quand même pas très très italien, c'est des Bulgares au départ qui fuient vraiment la guerre et une invasion et qui se retrouvent dans la province de Chieti, qui est, on le verra, mais la plus grosse province des Abruzzes. Se produit à peu près 80% de vin dans la province de Chieti. Une vieille famille bulgare, je vais y arriver. Et de cette famille bulgare est né un mariage avec une fille qui s'appelle Ernesta Vicini, qui venait d'un petit village de Loreto Aprutino, okay? Et un enfant, éventuellement. Et très, très vite, le père qui s'occupait des vignes a été comme convaincu de... Tu sais, des fois, les enfants, c'est comme « Ah non, je veux surtout pas faire le même métier que mon père. » Là, en l'occurrence, c'était comme l'amour de la terre. C'était écrit dans le ciel. Et donc, le père a fait comme « Oh, tu vas t'occuper du domaine. » Okay? Et dans les années 60, il y a eu quelques vignes, quelques parcelles de vignes de la ville de Loreto Arputino qui ont été rapatriées au domaine. Donc ça, c'est une ville qui est dans la province de Peschiera, juste à côté. Et c'est là qu'on a remis un petit peu d'eau au moulin en plantant encore des cépages Montepulciano, Trebbiano, et aussi un cépage que moi, je n'ai pas eu l'occasion de goûter encore, qui fait partie des cépages indigènes, Cococciola, comme le Passerina, également, qu'on va voir sur un autre domaine. Donc, la fille que vous avez dans les vignes ici, c'est Chiara, donc, qui est la nouvelle génération et qui semble perpétuer cette tradition entre cette qualité entre histoire ancienne, tradition et en même temps une valeur ajoutée tournée vers le futur. Ça fait un peu belle phrase à dire, mais c'est ça. N'oublions pas d'où on vient, mais n'oublions pas où nous allons également. Et moi, ça, ces vins-là m'ont jeté par terre quand j'ai dégusté ça à Montréal dernièrement. François, as-tu un avis sur ces vins? François, nous, toujours là? Oui, c'était très bon, effectivement, très complexe, proche des vins de nature un peu. Vraiment, on sentait tout le travail derrière, c'était excellent. Vin nature, mais propre. Oui, 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 très, très propre, très, très Je tiens à le droit. préciser parce que des fois, vin nature, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Oui, je suis d'accord avec Mais toi. c'est super propre. Et donc ça, on l'a pas en SAQ, mais Roxana nous disait que c'était en IP chez Vitis, si je ne me trompe pas. Je vous encourage à goûter ça. Puis pour vrai, je défie n'importe qui de goûter ça à l'aveugle, placer ça sur un Trebbiano d'Abruzzo. Ça n'a aucun bon sens. Donc voilà. Et un autre domaine aussi que j'ai bien aimé, un peu dans cette idée de profondeur, etc. Je n'ai pas énormément d'informations, mais Terra Viva, où là, vraiment, l'optique, c'est un tout petit domaine de 22 hectares. Et là, on vinifie tout vraiment séparément.
ce qui n'est pas vraiment dans la nature au départ de l'identité des producteurs des Abruzzes, soyons francs. Mais là, on a une volonté de vraiment séparer les choses, les sectionner, puis d'avoir vraiment une vision macro-micro des lieux pour ensuite en faire quelque chose. Donc, on travaille sur le Trebbiano, on travaille sur le Montepulciano, mais on travaille aussi sur un cépage que moi j'adore des Abruzzes, qui est le Pecorino et la Passerina. Okay, et le Pecorino, on va y revenir. Superbe cépage, il y a aussi une belle histoire à raconter avec ça. Donc, certifié biologique et tranquillement, pas vite. Et ça, j'aime. Depuis 2020, on a une approche biodynamique qui est mise en place, mais on n'est pas dans un volet dogmatique où il faut que ça soit ça. C'est qu'on essaye de comprendre le lieu, de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et de voir comment le lieu se comporte à travers tout ça. Donc, j'avais des belles photos en plus à côté, c'est dommage. Je vous ai mis Passetti. Passetti, est-ce que c'est la qualité du vin? Non, mais juste pour illustrer à quel point les Abruzzes est autre chose que le vin. Parce que Passetti, si vous allez là-bas, c'est la nature, c'est les randonnées, c'est de l'agritourisme. Donc, tu sais, on est vraiment agriculture et tourisme, c'est des chevaux, etc. Donc, c'est juste pour montrer que c'est un domaine qui, quand même, est le seul, qui a des vignes autorisées à l'intérieur d'un parc national, donc autour du Grand Sasso. Et ça, normalement, c'est pas autorisé. Okay? Donc, eux autres, ils ont l'autorisation de mettre un logo du parc national au dos de leur bouteille pour montrer vraiment cette appartenance et cette volonté de protection du lieu. Cirelli, bon après, les autres, je ne les ai pas mis, mais j'avais mis Cirelli, donc je vais essayer vraiment de le retrouver. Cirelli, c'est, je ne veux pas dire non interventionniste, mais être le plus, j'ai toujours feignant intelligent. Soyons le plus intelligent possible pour en faire le moins possible. Mais pour en faire le moins possible, il faut que tu mettes des choses en place. Donc, tu t'assures que ton sol soit bien équilibré, etc. Et après, en vinification, Cirelli est connu pour l'utilisation d'amphores qui vont souvent enterrer sous la terre. Donc, souvent, leur gamme, c'est une amphore qui est dessinée. Il y a plusieurs gammes qui vont du vin, honnêtement, pas très, très cher. C'est nature la plupart du temps. Ça se goûte bien. Juste faire attention à la conservation, les changements de température. Cirelli, c'est les vins d'âme Jeanne, si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, il y a un Trebbiano, si je ne me trompe pas, qui sort quand même cher, qui devrait sortir à 60-70 $ sur nos marchés. Mais ils ont un Pecorino que je vous encourage à déguster, je pense, qui est disponible en SAQ et qui vaut à peine 20 pièces, si je ne me trompe pas. Pecorino, 24,95 $ et vous avez un Trebbiano d'Abruzzo à 22,05 $. Vous ferez juste attention parce que ce Trebbiano d'Abruzzo, avec cette étiquette qui est jaune poussin, il existe un autre Trebbiano d'Abruzzo avec une amphore plus orange qui est vraiment dans une gamme supérieure au niveau du parcellaire, au niveau de l'âge des vignes, etc., etc. Donc voilà. Je ne peux même pas conclure avec des merci, etc. Je vais juste fermer ça. Je vais essayer de vous retrouver ici. Je vous vois pas plus. Est-ce que vous me voyez, vous? Arrêtez le partage. Oui, on te voit. Oui. OK. Donc, si, je vous vois en faisant ça. Super. La diffusion a été interrompue en raison du partage d'écran. OK. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça vous a excité d'aller plus loin. J'espère que oui. J'espère que les 3 autres conférences nous permettront de rentrer un petit peu plus dans le vin en tant que tel, dans la compréhension des terroirs, dans la compréhension des cépages également, puis une finalité qui sera vraiment, qu'est-ce qu'on mange? OK? Je vais terminer en disant ceci, et ce n'est pas de la fausse flagornerie. En fouillant, en travaillant et en dégustant les vins des Abruzzes, force est de constater que on a tous plus ou moins des caves à vin chez nous. Puis, je ne sais pas si c'est la maladie du sommelier, mais souvent, quand on rentre dans la cave à vin, il n'y a rien qu'on a le goût de boire. Ou souvent, c'est comme, non, c'est pas le bon moment, etc.
Mais tu sais, lundi soir, quand tu as la broue dans le toupette, que tu as un dégât d'eau, que tu dois gérer ceci, cela, et que tu t'attrapes la première bouteille qui vient, moi, je le sais, dans ma cave à vin, elles sont là à l'entrée, parce que je sais que je vais... Le Trebbiano d'Abruzzo de Cirelli, je le sais que je vais craquer la bouteille, le servir, ça va être un plaisir immédiat. Et j'aurais pas besoin de me casser la tête. Parce qu'au final, que vous aimiez pas, que vous ayez des pH, que vous ayez des acidités, etc., la finalité, il faut que le vin il soit bon pour quelqu'un. Donc, s'il est bon pour vous, pour la personne d'à côté, on a gagné. Donc, voilà. Je vois Guillaume qui est là. Salut, Guillaume Plante. Est-ce qu'on peut te demander ton avis sur les vins des Abruzzes ou sur ce qui s'est dit aujourd'hui? Il faudrait que tu ouvres ton micro, par exemple. Je vois Daniel Caro qui est là également, toujours fidèle au poste. Merci, Daniel, d'être là. Carl qui a intervenu tantôt, Nathalie aussi, François, Joaquin, Caroline, Joanie Lévesque, Thomas. Ah, je connais 2-3 personnes. Non. Derian, je me permets un commentaire léger en passant. Ouais. Au fil des années, je me suis aperçu que beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement très connaissants dans le monde du vin semblent se rappeler sans difficulté Montepulciano d'Abruzzo. Ça roule sur la langue. C'est une image commerciale qui accroche. En le disant, les gens ont le sourire au visage. Ils sont toujours contents quand on leur renverse un peu dans un verre. Alors, C'est un très, très bon point. Tu sais, je dis souvent, tu sais, quand tu es dans un restaurant, puis je l'ai déjà fait, j'ai déjà expérimenté à table, tu arrives pour dire le nom du vin, puis tu y vas à l'italienne, tu y vas all-in. Montepulciano d'Abruzzo. Le vin, il est bon avant même que tu l'aies dégusté. Tu sais, tu dis Montepulciano d'Abruzzo, c'est comme Ricardo. Tu n'as pas essayé la recette, mais tu l'aimes. OK? Donc, tu sais, il y a ce volet-là, il y a un côté qui est charnel dans les vins d'Italie. Et effectivement, Montepulciano d'Abruzzo, tu l'as bien dit, Daniel, il y a un côté image de marque. Mais tu sais, image de marque, je dis toujours, ça vient avec le revers de la médaille. C'est très, très porteur commercialement parlant. Mais quand tu retournes la médaille, des fois, c'est comme ah, mais Montepulciano d'Abruzzo, c'est une marque. Non, non, c'est une appellation. Comme Champagne, comme Rioja. Donc, il y a ce volet-là, mais tu as mis le doigt sur un point qui est c'est porteur, c'est reconnu, c'est indéniable. Merci, Daniel. Est-ce que Guillaume a retrouvé son micro? Non? OK, bah, c'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois Claude, Simon, Thomas, qui est un ancien élève. Ah, Un des aspects qui est mentionné, c'est le côté qui est accessible en termes monétaires et puis le côté des vins qui peuvent être très bien faits. Si vous avez comme le Pecorino di Scipio, c'est excellent ce vin-là. Ça donne beaucoup de plaisir pour le prix. Il y a aussi le Trebbiano qui est disponible à la SAQ Cantina Tolo. que j'ai pas mis, tu sais, je les avais dans la liste, mais Ça, c'est un vin étonnant. Hein. C'est à peu près 15 $ à la SAQ. Il y a une très, très, très belle texture, ce vin-là. C'est étonnant, la qualité. Et puis, autant dans le Trebbiano que le Montepulciano, qui a quand même une belle profondeur. C'est un vin chouette. J'ai l'occasion de rencontrer aussi Gianni Macchiarelli. Et c'était un type qui était très chic, qui était considéré comme le Napoléon des Abruzzes. On vous disait que c'est celui qui avait le plus grand domaine dans les Abruzzes. Mais c'est un type qui était très accessible. Et je me souviens qu'il avait une très grande affection pour les sommeliers. Et il aimait beaucoup la Bourgogne, Gianni Macchiarelli. Bon, encore un snob. Ouais, non, mais c'est un point de référence pour lui. Ouais. Et puis aussi, dans ses vins, bon, il y a des vins de qualité trattoria, pizzeria, qui étaient vraiment pas chers, puis qui décapent un peu. Là. Mais un des bons Montepulciano, sans tomber dans le Villa Gema, hein, c'est Iskra, qui est vraiment très, très, très bien fait. Puis le Villa Gema, ben, ça, c'est un vin de garde, vraiment. C'est une structure. Oui, puis c'est petit comme production. Et puis son Marinas Vetich avec le Trebbiano, ben ça, c'est vieilli en barrique, si je ne m'abuse. C'est un style plus enrobé, plus riche. Moi, je préférais les vins en cuve avec lui, hein, pour le Trebbiano.
j'étais pas très friand du. Alors, c'est vraiment un style, hein, Marina Svetic. Là. Un style beaucoup plus. Ouais, on sent le boisé là-dedans. Ben, il y a le boisé, puis il y a aussi, je pense, en termes de maturation des raisins, tu sais, il y a toujours ce côté, je dis, il y a peu de pays qui trahissent autant leur provenance que les vins d'Italie. Parce que où vous soyez, surtout le long des Apennins, entre deux mers Méditerranée, finalement, oui, il fait chaud, mais il y a toujours une espèce de ventilation constante qui fait en sorte que le raisin, il confie pas, il sèche. Et je trouve que sur Svetic, il y a ce volet-là un petit peu à la fois brûlé par le soleil et séché, en même temps, cette une espèce d'oxydation, mais avec des antioxydants qui amène sur un côté qui est peut-être plus terreux, un petit peu plus terrien, automnal, que cette plénitude de fruits qu'on a l'habitude de voir que les gens ont l'habitude de voir sur du Montepulciano. Mais effectivement, il y a peut-être un petit peu de bois. C'est des vins qui méritent peut-être un petit peu de garde. Oui, c'est plus axé sur la texture que la fraîcheur, définitivement. Définitivement. Et puis ça, je pense qu'on va en avoir une belle démonstration éventuellement quand on va déguster plusieurs vins. C'est ça la force. C'est que tu peux avoir un Montepulciano de fruits et tu peux avoir un Montepulciano de texture. Mais ultimement, quand tu as les deux, c'est ce que j'appelle une espèce de quintessence qui est assez extraordinaire. Donc moi, c'était je dirais pas une découverte, une redécouverte, ou en fait une occasion de me réapproprier ou de mieux connaître quelque chose sur lequel j'avais peut-être une première impression. Et quand on regarde la qualité des vins qui sont en train de pousser en SAQ en ce moment, si vous arriviez il y a 10 ans en arrière, je ne pense pas qu'il y avait la même disponibilité des produits, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même 4 pages sur SAQ.com de possibilités en cas de non référencés autour des Abruzzes qui sont présents ou qui ont déjà été présents, c'est selon. Guillaume, je t'ai vu écrire, je sais que les enfants sont au lit, effectivement, la mienne doit être juste à côté, donc effectivement, ça va être plus délicat. Voilà. Floriane, une question rapide. Au Moyen Âge, Venise, le Veneto, était une force commerciale très importante sur toute la Méditerranée. Et pour moi, les Abruzzes, ça a toujours été la première région vinicole de l'Italie, juste au sud du Veneto, qui a quand même une réputation. Est-ce qu'il y a eu une interaction quelconque? Tu as parlé des Bénédictins, tu as parlé des Médicis, tu as parlé du Sangiovese, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre la réalité de Venise et les vignobles dans les contreforts des Alpes italiennes, donc un contexte un peu plus montagneux, et ce qu'on a revu ce soir dans les Abruzzes? La Vénétie a eu un impact énorme partout en Italie avant l'unification, parce qu'on avait la République de Gênes, la République de Venise, et avant que ça soit la République de Venise, c'était un empire. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises, je confonds toujours Constantinople et Byzantin, mais ça doit être Constantinople, je ne sais plus. Mais c'était un grand empire qui faisait en sorte que comment on faisait du vin? On faisait sécher le raisin, on faisait des vins sucrés, etc. Tout ça part de la République de Venise. Et ensuite, dans toute l'Italie, qu'est-ce qu'on a fait? On a copié ces techniques de vinification-là. Donc, en Toscane, à Gênes et dans toutes les régions de l'Italie, ou à peu près, vous allez trouver quelqu'un qui fait des raisins sucrés sur passerillage. Okay? Que vous l'appeliez Recioto, Vincento, Passito, etc. Et c'est là, quand je dis, allez sur Internet, tapez Histoire sociale et culturelle du vin en Italie. Ça a été écrit, si Jean Bérubé ou quelque chose comme ça. Ça part de l'Antiquité à aujourd'hui. Tu lis ça et tu comprends tout du vin italien. Moi, je me suis enfermé dans des bibliothèques là, pendant des jours à essayer d'apprendre par cœur le livre de Jacques Oron. Là. Ça n'a jamais rien donné. J'ai lu une fois ce document. Ma compréhension de l'Italie et de leur vision du vin, ça a fait comme wow! Et donc, est-ce qu'ils ont eu un impact direct sur les Abruzzes? Non. Est-ce qu'ils ont eu un impact global sur l'Italie? Très certainement. Merci. Encore une fois, ce que je vous dis, ce n'est pas nécessairement la vérité, c'est
voici comment je le vois, voici comment je l'ai compris à travers des lectures et des recherches. C'est bon? Je suis content que vous soyez là. C'est le fun. Soyez là au prochain webinaire et à celui d'après. Le questionnaire n'est pas monté encore. Puis, juste vous mettre, c'est moi qui vais le monter. D'accord? Donc, je vais être juste assez cochon, mais en même temps plein d'amour. Clariane, un petit rappel peut-être sur les dates. Le 21 et le 28 octobre et le 4 novembre. Ah ouais? Ouais. Alors, attends. Je veux juste être sûr que je suis là. 21, oui. 28, oui. 4 novembre, oui. Donc, c'est un rendez-vous, gros? Si vraiment vous ne pouvez pas vous connecter parce qu'il arrive des aléas, peut-être juste le notifier à l'avance. Je ne sais pas, à quelqu'un dans l'association. Vu qu'à l'enregistrement, bon, c'est sûr que si vous n'êtes pas là à 2 sur 4 ou à 3 sur 4, ça commence à être questionnable. Mais tu sais, il peut arriver des petites affaires. Donc, voilà. Moi, j'ai été... on a fait ça comme on a fait ça, Roxana. J'ai réussi à le faire. Mais c'était génial de fouiller là-dessus. C'est pour ça que j'aime mon métier. L'éducation, c'est que ça t'oblige à te bouger le cul, à aller fouiller sur des affaires. Vous allez recevoir cette semaine et en début de semaine prochaine les échantillons pour les vins qu'on va déguster. C'est sûr qu'il y aura du blanc, il y aura... Clariane avait dit peut-être 4 ou 5 blancs, puis 2 Montepulciano. Donc, on va regarder un petit peu parce qu'on a eu 2 belles activités avec Abruzzo la semaine passée, une à Montréal. Merci encore à ceux qui ont participé, une à Toronto. Donc, on essaiera avec ce qui est disponible à la SAC et peut-être faire quelques appels pour l'importation privée si on peut amener 1 ou 2 produits que vous ne pouvez pas trouver à la SAC, puis que ça va faire wow, puis va vous permettre d'avoir Abruzzo tatoué sur votre cœur après Piemonte et les autres régions. Ça va nous faire grand plaisir. Donc, on ira chercher de bons produits pour qu'on déguste. Puis, on ne vous promet pas la lune, mais on vous promet de beaux moments de réflexion autour des dégustation. Exact. Voilà. Donc, merci encore de votre participation ce soir. C'est juste une première session, mais j'ai hâte de vous voir déguster puis de vous entendre commenter avec Clariane dans les prochaines. Merci encore. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Clariane. Merci Clariane. Merci Roxane. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Merci, au revoir tout le monde.